Je me souviens, c'était une en pleine nuit comme ça. Un jour, je me suis dit, c'est décidé. Non, je vais pas aller vers l'informatique. Je vais aller vers la com plutôt. Et après, j'ai décidé de faire une école de journalisme. Donc voilà. Bienvenue à tous, vous écoutez Tic Tac Tech, le podcast d'un entrepreneur qui fait des rencontres au quotidien et qui veut vous faire partager les coulisses de la tech et vous faire réfléchir avec lui aux enjeux qu'elle soulève. Je suis Thomas Forêt, fondateur d'une entreprise tech, une plateforme française de réseaux sociaux sécurisés, Waller. Dans ce podcast, on parle des technologies numériques, mais on va surtout à la rencontre des acteurs de cette technologie qui pensent le monde à leur façon. Loin des sujets rabattus en permanence, nous nous attachons à ceux qui pensent différemment, ceux qui s'interrogent, ceux qui agissent. Faisons une pause, prenons le temps pour discuter, échanger, s'interroger sur les conséquences de la technologie, ses réels enjeux, ses finalités et même ses limites. Lors de chaque épisode de Tic Tac Tech, nous recevons des invités pour aborder avec eux une thématique, un secteur ou leur parcours. Nous recevons aujourd'hui un acteur bien particulier. Vous connaissez sûrement sa voix. Journaliste tech pendant plus de 30 ans à la radio, puis à la télévision, et maintenant à la tête d'un des podcasts numériques les plus téléchargés en France. Habitué à interviewer, aujourd'hui, Jérôme Colombin est mon invité, et c'est à moi de jouer son rôle. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour Thomas Forêt. Alors je suis vraiment très impressionné aujourd'hui de te recevoir sur ce podcast et ça me fait très plaisir que tu aies accepté cette invitation. J'espère que ça va intéresser beaucoup de monde. J'explique en 2 mots ce que je voudrais faire avec toi. Eh bien en fait, c'est que tu nous livres ton regard sur la tech et tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots ? Oui, écoute, avec plaisir. Mais je suis impressionné aussi parce que c'est vrai qu'on inverse les rôles là. Moi, je suis venu t'interviewer plusieurs fois dans ton bureau, etc. Là, on renverse le truc. Et en plus, je sais que c'est toujours difficile d'être dans la position de l'interviewer. Alors, moi, je suis avant tout, je suis journaliste. C'est comme ça que je me présente habituellement. De toute façon, je n'ai principalement que cette casquette. Je suis aujourd'hui spécialisé dans la technologie, mais au départ, j'ai suivi une formation de journaliste généraliste. Je suis passé un peu par Sciences Po, je suis passé par une école de journalisme à Bordeaux, l'IJBA, et puis j'ai ensuite eu la chance d'intégrer assez rapidement Radio France, d'abord à Bordeaux, ça s'appelait Radio France Bordeaux-Gironde, où j'ai fait mes premières armes, et puis ensuite à France Info à partir de 1994, et 94, c'est une date qui résonne pour tous les fans de tech, en tout cas cette décennie-là, 94, 95, 96, c'est grosso modo c'est l'arrivée d'Internet en France, c'est la démocratisation de l'informatique. Donc, en fait, on avait essayé d'accompagner le mouvement à France Info et avec le directeur Pascal Delannoy dès 94 ou 95. J'ai créé une chronique régulière, c'était tous les samedis, ça s'appelait Info Informatique. Pour raconter tout ce qui était en train de se passer, tout ce phénomène que moi je suivais parce que oui, ce que je t'ai pas dit, c'est que je suis journaliste, mais je suis quand même un peu picousé à la tech depuis toujours, parce que j'ai eu la chance de découvrir l'informatique, la micro-informatique quand j'avais 16-17 ans. J'étais étudiant ou lycéen. Et en fait, pour gagner un peu d'argent, le jeudi ou le mercredi, je travaillais dans un magasin de pas du tout de micro-informatique, ça n'existait pas, d'électronique, que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Tandy Radio Shack, qui était une chaîne qui existe encore aux États-Unis et qui était implantée en France. Donc, j'allais là-bas une fois par semaine pour vendre des transistors et des résistances. Et un beau jour, le patron avec qui j'étais devenu très pote me montre un gros carton et me dit tiens, il y a ça qui vient d'arriver, il va falloir qu'on le vende. Je sais pas ce que c'est. Franchement, j'y connais rien du tout. Si ça t'intéresse, t'as qu'à regarder. Et c'était un TRS-80, et donc l'un des tout premiers micro-ordinateurs de l'époque, quoi. Tu sais, c'était à l'époque où il y avait plein de familles différentes.
d'ordinateurs. Bah, c'était l'une des familles. Finalement, t'as vendu les premiers ordinateurs, quoi. Exactement. Bah, alors avant de les vendre, il fallait savoir comment ça marchait et puis à quoi ça pouvait servir. Et alors après, tu t'es dit, bah finalement, je vais vendre ça peut-être d'une autre façon, et t'en as fait ton métier, parce que quelque part, quand on est journaliste, on éclaire en permanence, on donne la parole aux gens. C'est toujours aussi des façons d'expliquer et de vendre, non pas au sens économique du terme, mais plutôt vendre la compréhension des choses. En fait, moi, j'ai donc d'abord découvert l'informatique et ensuite, il y a eu l'explosion des radios libres. Et ça, c'était une chance incroyable aussi de vivre ça vers l'âge de 21 ans. Donc, j'ai commencé à travailler dans une radio libre. Et puis, je faisais mes études et je savais pas trop ce que j'allais faire. Et franchement, j'hésitais. Et en gros, je me disais, bon, est-ce que je vais vers l'informatique ou est-ce que je vais vers la communication, vers la radio? Je connaissais pas bien, en fait, ces métiers, mais je faisais de la radio libre. Et puis, je me souviens, c'était une en pleine nuit, comme ça. Un jour, je me suis dit, c'est décidé. Non, je vais pas aller vers l'informatique. Je vais aller vers la com plutôt. Et après, j'ai décidé de faire une école de journalisme. Donc voilà. Mais en me disant que ce serait plus facile de faire de l'informatique en étant journaliste que de refaire du journalisme en étant informaticien. Parce que je voulais faire les deux, en réalité. Bon, finalement, tu fais les deux maintenant. Alors maintenant, je fais les deux. Ouais, maintenant j'ai la chance depuis ces années 95 de faire les deux. Mais sinon, en tant que journaliste, oui, j'ai fait ce que fait un journaliste généraliste, un jeune journaliste, principalement radio. Moi, j'adore la radio. C'est donc j'ai fait du reportage, de la présentation. Je présentais beaucoup les journaux du matin à Bordeaux et aussi ensuite à Paris à France Info. Et puis du reportage, c'était un peu tout. J'ai couvert beaucoup de procès. À un moment, j'ai cru que j'allais devenir chroniqueur judiciaire. J'aimais bien, mais je crois que c'est parce que je sortais avec une magistrate en fait. Donc ça me faisait baigner là-dedans. Et puis je suis bien content de pas y être trop resté. Et donc j'ai fait c'est ce qu'on appelle un journaliste polyvalent, reporter, qu'on fait quand on démarre, quoi. D'accord. Et dès 96, si je dis pas de bêtises, t'as commencé à écrire des livres aussi. Voilà. Sur ces sujets technologiques. Ouais, parce que si tu veux, je crois que tout ça relève d'une même motivation et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est vendre, c'est-à-dire alors c'est vrai que c'est pas forcément le terme qu'on emploie le plus souvent, mais en tout cas faire passer des messages, pas des messages, faire passer des connaissances, des trucs, des machins. Et l'écriture pour moi elle est venue de ça, c'est-à-dire que j'avais conscience au fur et à mesure que je m'enfonçais de plus en plus dans un truc qui était hyper intéressant, la techno, et en même temps encore un peu complexe, et qu'il fallait emmener tout le monde et il fallait raconter à un maximum de gens toutes ces choses-là, Internet, les technologies. Et c'est un vrai plaisir, je crois, quand on a cette fibre-là, de toujours vouloir raconter des choses. Et l'écriture, ça fait partie de ça. Donc j'ai commencé par écrire des petits bouquins pour les éditions Milan, qui étaient plus destinés à la jeunesse d'ailleurs, pour expliquer Internet, machin et tout. D'essayer de faire passer, de raconter, de décrypter, de porter à la connaissance certaines choses. Et la texte, c'est pas forcément facile à appréhender. Donc moi, j'ai vite eu le sentiment de plonger petit à petit dans un domaine qui était assez complexe, qui allait prendre de plus en plus de place dans la vie des gens. Et donc, il y avait probablement des choses à expliquer, à faire toucher du doigt, enfin démocratiser, vulgariser, comme on dit. Oui, surtout à l'époque où il y avait très peu de monde qui finalement avait un ordinateur chez lui. Enfin, c'était le tout début. Et puis encore moins Internet. En réalité, il y avait des ordinateurs, mais Internet en 96, il y avait peu de gens qui étaient connectés encore. En 94-95, les gens n'avaient pas d'ordinateur chez eux. Ils commençaient à acheter un ordinateur personnel qu'ils installaient dans le salon, tu sais. Oui, c'est pour les enfants, on va leur mettre des CD-ROM ludo-éducatifs. Ah ouais, c'était tout un vocabulaire aussi, ça a bien changé, hein, le vocabulaire techno. Ouais. Et quand on lit les titres des ouvrages que tu as publiés dans ces années-là, en fait, on voit, moi c'est un truc qui m'a évidemment marqué, on voit que rapidement, en 2005, tu publies un livre sur naviguer tranquillement, ça s'appelle Surfer tranquille, Internet en toute sécurité. Ouais. Et il y a déjà ce sujet, 10 ans plus tard, de la sécurité, des dangers de l'Internet. Alors ça, j'aimerais bien que tu nous en parles, et peut-être en écho aussi avec ton dernier livre.
En fait, c'est toute la question que on touche tous du doigt, nous qui sommes là-dedans depuis bien longtemps, c'est que au début, on était dans l'utopie, on était dans tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et Internet, ce n'est qu'un avenir radieux en fait. On voyait que ça, c'était que les promesses de l'Internet. Et aujourd'hui, effectivement, on a basculé. Enfin, aujourd'hui, on est face à tous les problèmes qu'on connaît de cyber malveillance, de fuite des données personnelles, de même des questions qui touchent, tu en sais quelque chose, à la souveraineté numérique des États, à à la sécurité des entreprises, des particuliers, etc. Donc oui, on en est revenu de l'utopie de cette époque-là, mais en même temps, je pense que c'est inévitable. Toutes les grandes révolutions, c'était la même chose. On n'a pas arrêté de comparer l'avènement d'Internet avec l'arrivée de l'imprimerie ou du chemin de fer. C'est pareil, on voyait que le côté positif au début, et puis après, tous les problèmes sont arrivés, les accidents de train et compagnie, et j'en passe et des meilleurs. Mmh. Donc ça, effectivement, on commençait à sentir qu'il allait y avoir des difficultés. Moi, j'étais un peu encore un peu tout feu tout flamme, un peu très enthousiaste, à vouloir vraiment positiver toutes ces choses-là. Mais je me souviens que je rencontrais des gens qui commençaient à me dire ouais, mais tous ces trucs, un jour ça va nous espionner, ça va nous contrôler. Je disais mais non, arrêtez, vous fantasmez. Ouais, je pense qu'ils avaient un peu raison. Ils étaient plus lucides que je ne l'étais à l'époque, probablement. Je me suis bien rattrapé depuis quand même. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense que maintenant tu fais partie des gens aussi qui ont su garder ces deux pans en fait de l'information, à la fois garder évidemment l'enthousiasme de ces technos qui sont quand même hallucinantes pour la plupart, mais aussi tu t'intéresses quand même évidemment aux conséquences et t'essayes d'éclairer les gens sur aussi encore les dangers. Et alors, qu'est-ce que tu voulais dire par ton dernier livre, Les 5 fléaux qui rongent les réseaux sociaux? Parce que j'ai lu des commentaires sur Internet qui disaient que donc ton livre était très bien, mais qu'à la fin l'auteur n'incitait pas à quitter les réseaux sociaux. Donc il y avait quand même une sorte d'équilibre. Mais je suis quelqu'un de très équilibré. Je pense que c'est un peu ça mon problème. Moi, je suis quelqu'un de consensuel. Je ne suis pas un militant d'une cause ou d'une autre. Je ne veux pas parce que j'ai été formé pour ne pas l'être quelque part. Moi, j'ai fait une école de journalisme où on nous a appris en priorité l'impartialité, le pluralisme, etc. Et c'est un peu mes valeurs professionnelles. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas une vérité plutôt qu'une autre. Évidemment, il y a des choses plutôt positives, plutôt négatives, mais franchement, toutes les voix, bien souvent, méritent d'être écoutées. Moi, j'adore interviewer des gens comme toi, et puis en même temps des gens comme Google en face, parce que des deux côtés, c'est des gens intelligents qui ont des choses à dire, et il n'y a pas un méchant et un gentil. Ce serait idiot de penser les choses comme ça. Donc forcément, à la fin de mon bouquin, je ne conseille pas clairement de quitter les réseaux sociaux. Je suis pas trop partisan de ces méthodes radicales. Ce qui est bête d'ailleurs en termes éditorial, parce que je veux dire, on est dans un monde aujourd'hui où si on veut avoir plus d'audience, il vaut mieux être radical. C'est sûr. L'heure n'est pas à la nuance et à la mesure. Non, c'est vrai, sur Twitter, tous les types qui râlent contre les GAFA, enfin je vois bien parce que nous c'est les sujets qu'on suit, s'expriment sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. En réalité, ils s'expriment sur cette audience qui a été fabriquée par ces GAFA. On peut revenir peut-être un petit peu sur ton parcours. J'ai un parcours qui est assez cohérent, on va dire, puisque j'ai passé 27 ans à France Info, ça a été quand même mon épine dorsale, et j'étais le mec des technologies à France Info. Alors juste petite parenthèse, c'est rigolo parce que j'aurais plein d'anecdotes à raconter sur notamment les débuts où j'étais le martien, où on me disait ouais ton truc ça va pas tenir, ça va pas durer, arrête Colombin avec tes ordinateurs, ou alors dès qu'il y avait une dépêche avec le mot ordinateur dedans, on me l'attendait comme ça du bout des doigts avec un air dégoûté, tiens c'est pour toi. Ah oui, mais on vient de très très loin. On est parti de très très loin. Moi, je suis désolé, mais je suis un vieux de la vieille et j'ai fait partie de ces rédactions où personne
parmi les journalistes n'avaient d'ordinateur, ne savaient s'en servir, n'étaient sensibilisés à ça. Ils avaient peur, ils n'étaient pas très ouverts. En plus, ça allait impacter le métier. Donc, il y avait aussi des craintes professionnelles, il y avait des craintes à titre personnel, etc. J'étais d'ailleurs, enfin, parenthèse dans la parenthèse, j'avoue que j'étais un peu déçu par la mentalité journalistique, où moi, quand jeune journaliste, je pensais que le journaliste est le mec curieux de tout, hyper avide de nouveautés, et en fait, bon, bah voilà, c'est un milieu hyper conservateur, comme beaucoup de milieux, et il fallait pas trop changer les choses. Non, mais il y a les jeunes journalistes et les vieux journalistes. Ouais, aussi. mais oui, mais pas tant que ça. Il y avait des jeunes qui me tenaient des discours pires que les vieux, hein. Ah ouais, des discours de vieux. Et par contre, j'ai connu des vieux journalistes qui étaient super en avance sur leur temps. C'est quelqu'un moi, j'ai fait mes premières armes en tant que stagiaire au Point, et il y avait un journaliste qui s'appelait Daniel Garrick qui faisait la page tech, la dernière page consacrée à la technologie dans Le Point, qui était un mec génial, qui lui avait tout compris, qui était un ami intime de Steve Jobs. Quand Steve Jobs venait à Paris, il allait dormir chez Daniel Garrick. Ah oui, quand même. Oui. Bon, et c'était des gens qui étaient, il y avait des gens comme Michel Forgit à France Inter et qui avaient tout compris. Il y avait Michel Polaco, duquel j'étais assez proche à France Inter et France Info, qui aussi était, bon, qui est plus vieux que moi et qui était hyper geek. Enfin bref, c'est pas forcément une question de génération. Tout ça pour dire que, voilà, moi j'ai été le mec de la tech de France Info pendant longtemps, et en fait, ce qui a changé, c'est pas tellement moi, parce que moi j'ai continué à faire un peu la même chose tout le temps. Mais ce qui a changé, c'est la technologie, bien entendu, et surtout la manière, surtout la place qu'elle a pris dans nos vies et la perception qu'on a de la technologie. C'est vrai que au début, les sujets que je traitais, c'était le nouveau Pentium va bientôt arriver. C'était les nouveaux produits, etc. Et puis à la fin, les produits, j'en parlais plus beaucoup parce que ouais, c'est du marketing, c'est machin, c'est du, et ça a dérivé. Et je pense que le tournant, il est assez récent, et dans ma tête, en tout cas, il est récent. C'est Cambridge Analytica. Moi, c'est ça qui m'a motivé pour écrire le bouquin sur les réseaux sociaux. Et là, je trouve qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Là, tout a dérapé, où on s'est rendu compte que tout pouvait déraper, quoi. Ouais, moi j'ai vécu cette période aussi 2018, si je dis pas de bêtises, de Cambridge Analytica. C'était dingue pour nous chez Waller. C'est là où on s'est fait connaître un peu et où on a eu beaucoup de voix dans les médias. C'était la sortie un peu de l'innocence, quoi. Hein. Complètement, ouais. Vous en avez bien profité d'ailleurs, parce que je me souviens, au Waller, votre argument, c'était de dire il y a les méchants, mais regardez, nous on peut faire des trucs. C'était un axe de communication, c'était malin, c'était bien. Oui, j'en sais rien. Je t'avoue que c'était de l'opportunité dans le discours, et c'est un discours qui a fondé aussi, si tu veux, le discours actuel, qui est maintenant un peu plus technique, un peu plus policé, on pourrait dire, mais oui, on en a bien profité, et voilà. Ça, c'est, de toute façon, ça fonctionne comme ça. Hein. Non, mais c'est de bonne guerre, hein. C'est normal. Et donc ce virage de Cambridge Analytica, on disait donc ça t'a fait perdre un peu, enfin plutôt au monde qui nous entoure, fait perdre la naïveté que les gens pouvaient avoir vis-à-vis des technos, mais encore une fois, est-ce que tu parles pas en tant que précurseur? Parce que quand on se promène encore aujourd'hui dans les cafés ou dans les rues en 2022, je suis pas certain que les gens, les auditeurs aient conscience de ces enjeux-là. Non, bien sûr, majoritairement, la majorité des gens s'en soucient pas. Quoique, dès qu'on gratte un peu, souvent, il y a quand même un petit peu, chez pas mal de monde, cette petite musique de dire ouais, mais quand même, est-ce qu'on n'est pas fliqué? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Après, il y a une difficulté énorme. Et moi, je ferai un parallèle avec la question du réchauffement climatique. C'est-à-dire que on est tous, beaucoup de gens sont conscients du problème à des degrés divers. On sait qu'on va dans le mur d'une certaine manière, mais on voit pas comment on peut changer de route. C'est ça qui est dingue, c'est que aujourd'hui, moi je suis le premier, moi je peux pas me passer de Google. Je suis désolé, je ne peux pas me passer de Google aujourd'hui. Et je parle de Google, le moteur de recherche, qui est un outil de travail formidable, qui est un outil pour ma vie personnelle absolument génial,
du mail, service mail qui est derrière, du Drive, de tout ce que tu veux, tout l'écosystème. Moi, je me sens plus en sécurité pour mes mails personnels en les faisant héberger chez Google que chez n'importe quel Proton ou je ne sais quoi qui va faire faillite dans un mois. Voilà, c'est ça tout le paradoxe. Et en même temps, oui, Google scanne mes mails. Et on en est là. On est dans ce qu'on appelle les injonctions contradictoires, quoi. Oui, exactement. Et c'est là où c'est un petit peu pervers. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce passage que tu as fait entre la radio pendant des années et puis le lancement dans un podcast qui, je le crois, cartonne pas mal? Il y a la coquille, il y a l'enveloppe et puis il y a l'intérieur. La coquille, c'est effectivement que j'ai quitté la radio pour monter un podcast, mais après, il y a derrière ça des motivations professionnelles parce que c'était des envies d'explorer de nouveaux formats, etc. Et puis il y a des motivations évidemment, comme toujours dans ce genre de situation, des motivations beaucoup plus personnelles, qui étaient que j'avais envie de faire quelque chose un peu plus perso, mais il y avait un chemin qui avait été commencé en 2008 avec mon camarade François Sorel, où parallèlement à nos activités en radio, donc François Sorel, c'est mon grand pote qui était à RMC, qui aujourd'hui est à BFM Business. Et en 2008, on a créé un truc qui s'appelait La Chaîne Techno, qui était une chaîne YouTube, qui était, en fait, en gros, on se retrouvait dans mon salon, on faisait des petites vidéos débiles sur les produits, et on commençait à raconter des trucs sur le dernier iPhone, le dernier téléphone LG et compagnie. Et pourquoi on faisait ça? Parce que on s'est rapproché parce qu'il y avait personne d'autre avec qui on pouvait parler. Enfin, parce qu'on c'est un mec sympathique et moi aussi, mais on avait besoin de partager des choses qu'on pouvait pas partager dans nos rédactions. Comme je te disais tout à l'heure, quand je parlais d'informatique dans ma rédaction, mais personne comprenait ce que je racontais, alors que François, lui, il comprenait, et vice versa. Donc, ça nous a rapprochés. On a créé la chaîne Techno. On a commencé à faire des vidéos. Il y a des gens qui sont venus nous regarder. De plus en plus de gens. On a créé une communauté. Et puis derrière ça, on a créé un business. On avait des sponsors. Et puis ça a marché. On a monté notre petite crèmerie qui a été en 2013 revendue au groupe Altis, et on a continué à y collaborer. C'est devenu 01net TV, puis 01 TV, et aujourd'hui Tech & Co, la chaîne TV de Tech & Co. Cette évolution, pour moi, vue de loin, hein, elle me paraît hyper logique. C'est-à-dire, toi qui as été passionné par ces technos qui décentralisaient les choses, t'as sûrement vu effectivement que l'avenir des médias aussi allait passer par ce genre de décomposition. C'est-à-dire que oui, il y a de l'audience pour des gens qui font des chaînes spécialisées, pour de la consommation par épisode à la demande. C'est finalement une restructuration du média lui-même que vous expérimentiez à l'époque. Tu parles même de communauté, ce qui est bien propre à Internet. Mais là, tu vois ça, toi, ça te paraît normal parce que tu es entrepreneur. Et donc, tu es dans cette logique d'observer les phénomènes et puis d'essayer de saisir telle et telle opportunité. Moi, je te rappelle que j'étais salarié du service public. On n'est pas du tout dans la même mentalité. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos en marge de France Info, ça n'a pas été facile, quoi. Ils ont été sympas, ils m'ont laissé faire, mais ça a suscité des jalousies, des trucs, des machins. Ah ouais, mais bon, tout ce qu'il fait à l'extérieur, quand même. Alors tu sais, moi j'ai une expérience comparable parce que j'ai commencé ma carrière dans le groupe Safran. Donc je faisais du logiciel propriétaire qui appartenait au groupe Safran. Et puis en parallèle, je faisais de l'open source. Je développais des trucs open source, mais qui en fait nourrissaient aussi des outils que j'implémentais dans mon travail. Bref, tout ça était un peu lié. Et j'avais eu les mêmes remarques, quoi. Voilà, les juristes s'étaient quand même et les RH s'étaient quand même posé la question de savoir si le code que j'écrivais sur le projet Apache ou je ne sais quoi, à qui ça appartenait, tu vois, ou ce genre de choses. Donc c'est assez marrant. Donc finalement ils ont quand même accepté finalement. Ouais, ils ont accepté. Sur la fin, il a fallu que je leur torde un peu le bras. Hein. Je me souviens d'une convocation dans le bureau du DRH où. Quand tu dis sur la fin, c'est au moment de partir. Non. C'était plusieurs années avant. C'était plusieurs années avant. Ouais. Mais bon, finalement, mais c'est quand même une bonne maison parce qu'on m'a laissé faire et en fait, ils ont compris que c'était la carotte qui me permettait de rester un peu motivé au boulot. Paradoxalement, plutôt que de me détourner du travail, ça me permettait de garder de l'énergie pour
également, assurer ce que j'avais à faire à France Info. Mais bon, pourquoi je te raconte tout ça? Parce qu'en réalité, moi, intérieurement, ça m'a donné des ailes, tout ça. Et c'est ce qui m'a permis ensuite de me dire tiens, mais en fait voilà, ça a marché avec François, ça, il y a des trucs à faire dehors. Bon, puis j'arrivais à un certain âge où j'avais deux options: soit je restais jusqu'à j'attendais la retraite et le pot de départ, voilà, et ça me terrorisait. Soit j'essayais de tenter une autre aventure. Et bon, il y a eu des opportunités, il y a eu même eu des mesures d'accompagnement au sein de la radio, etc. Voilà, donc j'ai sauté sur l'occasion et je suis parti à ce moment-là. Et très logiquement, je suis parti non pas pour, j'aurais pu partir pour créer n'importe quelle entreprise, hein, ouvrir une pizzeria ou autre, mais très logiquement, je suis resté dans mon cœur de métier, qui est donc le journalisme tech, et particulièrement l'audio, et particulièrement le podcast. On avait fait des podcasts avec François Sorel, hein. En 2015, je crois, on avait fait des podcasts. On s'était régalé, ça marchait bien. Et puis là, moi, je voyais la vague qui arrivait des États-Unis, où le podcast revient vachement, prendre de plus en plus d'ampleur. Donc, je me suis dit, c'est génial, il faut y aller. Après, je suis pas seul sur le marché, hein, tout le monde fait du podcast aujourd'hui. Bon, parle-nous un peu de Monde Numérique alors. C'est quoi l'idée? T'en es où? C'est il y a plus d'un an que tu t'es lancé. Je me suis lancé en juin 2021. Je suis assez content, c'est dans le top 3 sur Apple Podcast, dans la catégorie actualité tech. Et là, en septembre, j'ai dédoublé Monde Numérique. J'ai lancé un deuxième Monde Numérique qui s'appelle Monde Numérique Interview, qui se retrouve aussi dans les 4-5 dans sa rubrique. Et l'idée, c'est de faire ce que je ne pouvais pas faire à France Info, où forcément j'étais contraint sur des formats extrêmement ramassés, très très courts. Donc là, je me fais plaisir. Je fais une émission hebdomadaire chaque semaine, chaque samedi, 40 minutes, et avec un format qui est assez classique, hein, quelques news et puis des interviews derrière, des interviews de personnes de qualité, comme toi, Thomas, qui est passé 2 fois dans Monde Numérique. Et le pitch, alors je suis assez 360, on va dire, dans mon approche de la technologie. C'est vraiment dans la lignée. Je pense que je suis trop formaté en réalité par mes années à France Info. C'est-à-dire que d'abord, c'est un programme grand public. Moi, j'aimerais que même des gens qui sont pas véritablement versés dans la tech, puissent l'écouter. Ma femme, qui n'est pas du tout dans ce secteur, l'écoute. Alors c'est pour me faire plaisir, mais ça me fait plaisir quand elle comprend et que ça l'interpelle, que ça l'intéresse, etc. Donc il y a un peu cette idée-là. Et sur les sujets, c'est vrai que ça va, c'est complètement dans la ligne de ce que je faisais à France Info. C'est le dernier iPhone, les problèmes de souveraineté numérique de Waller, je sais pas, la cybercriminalité, l'innovation technologique en matière d'environnement, etc., etc. Je ratisse très très large. Oui, donc c'est l'actualité, quoi. On est à chaque fois quand on écoute, c'est effectivement rattaché à l'actu. Donc on ne se refait pas quelque part. On ne se refait pas, ouais. Mais en gros, c'est tous les trucs qui m'intéressent, quoi. C'est les sujets qui m'intéressent. Ceux qui m'intéressent pas, j'ai un peu plus de mal à les traiter, et en gros, je les traite pas, quoi. Bon, donc tu voulais au départ t'hésiter entre informatique et journalisme. T'as quand même coché une autre case qui est la case de l'entrepreneur. Ouais. La case du type qui veut faire des choses et ouais. C'est un métier, oui. C'est aussi, hein. Ouais. Et alors, François Sorel, tu veux nous en dire un mot? Parce qu'on vous voit tout le temps l'un avec l'autre. C'est quoi? Il n'y a pas de petite anecdote ou une petite histoire? Bah si, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, donc des anecdotes, il y en a 1000. Mais c'est un peu, je t'ai raconté comment on s'était rapprochés au début, donc il y a une convergence normale. Ce qui est assez magique, c'est que on arrive à continuer à être proche, en fait, et je trahirai pas de secret en disant qu'on est proche personnellement et professionnellement. Donc on travaille ensemble. Alors sur Tech & Co, moi j'interviens dans son émission, l'émission Tech & Co sur BFM Business. J'interviens de temps en temps, enfin assez régulièrement. On présente ensemble une ou deux émissions à deux, parce que on fait un podcast aussi à deux chez Jérôme et François.
Donc il y a ce côté duo qui plaît aux gens. Enfin, on a des fans, j'adore. C'est très plaisant et c'est super. En plus, c'est des gens top. Chaque fois qu'on les rencontre, c'est génial. Et voilà, on est. François, oui, on est amis et collègues de travail et on a été co-entrepreneurs. Là, pour l'instant, il me laisse mener ma barque Monde Numérique tout seul parce que lui, il s'est beaucoup plus investi dans BFM Business, donc il peut pas non plus courir deux lièvres à la fois. Mais on est évidemment très très proches. Et la case entrepreneur, tu as raison, j'étais pas du tout formé pour ça. Et alors, ça ressemble à quoi la case entrepreneur? Ah, mais c'est fabuleux. Moi, j'avais une grande admiration pour les gens qui faisaient ça. Je savais pas trop ce que c'était, mais le côté je monte ma boîte, etc. Mais pour moi, c'était un truc qui était inaccessible. J'avais pas le logiciel de départ, j'aurais jamais su faire ça, je m'y voyais pas du tout. Je te dis, j'ai toujours été le salarié le salarié du service public. Et là, je m'éclate. Mon meilleur ami, c'est mon expert comptable. Aujourd'hui, là, le jour où on enregistre, je vis un moment très excitant parce que je viens de signer, je vais me prendre un bureau. Je vais me prendre des vrais locaux et je t'inviterai avec plaisir. Tu vas voir, c'est très beau à Montparnasse, face à la rue de Rennes, où j'espère, voilà, parce que je travaillais beaucoup chez moi jusqu'à présent, mais ça a ses limites et notamment pour recevoir des gens, faire des interviews, et comme j'ai l'ambition de développer encore tout ça. Il me fallait un local pour véritablement avoir un côté, un corner studio en fixe et tout. Donc, je vais faire ça. Donc, ce que je comprends, c'est que tu es un jeune entrepreneur. Je suis un vieux, mais je suis un jeune entrepreneur. Quand on t'écoute, en fait, on dirait que tu démarres, tu vois. Ah bah oui. Non, mais c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que tu parles, alors j'ose même pas te poser des questions sur tes projets futurs. Mais on voit bien le truc, quoi. Ça peut monter, quoi. Honnêtement, je sais pas. Non, mais honnêtement, j'en sais rien. Non, parce que je veux dire, peut-être que c'est une pré-retraite et que voilà, je vais tranquillement faire des podcasts dans mon coin et puis ça va m'occuper et ça, ou bien, je vais arriver à créer un média à part entière. Enfin là, c'est une confidence, mais honnêtement, je sais pas. Pour finir, moi, ça m'intéresse beaucoup, Jérôme, que tu me donnes ton avis sur les tendances de la technologie actuelle, parce que on est arrivé dans un monde où il y a beaucoup de buzzwords. Ça fait quelques années qu'on voit des technologies formidables. Je pense évidemment à l'intelligence artificielle. On a vu le métavers cette année. Toi, tu penses quoi de tout ça? Il y a beaucoup de trucs qui me font vibrer aujourd'hui. Alors le Web 3, les NFT, tout ça, j'ai un peu de mal. Ça rentre pas dans ma tête. Je suis pas le seul, hein, mais j'ai du mal à y croire. En revanche, le métaverse, j'y crois à fond. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être idiot. Peut-être que ça me fera. À chaque fois, on me dit ouais. François, il me dit ouais, ça va faire comme la télé 3D où on parlait que de télé 3D et puis on sait ce qu'elle est devenue. On a tous des téléviseurs 3D qu'on n'utilise pas ou on n'en a pas et on s'en porte pas plus mal. En revanche, le métaverse, aujourd'hui, c'est l'apanage de Facebook. On peut dire que Facebook a lancé ça pour faire oublier tous les scandales qui lui collent à la peau, ce qui est certainement vrai. Mais je pense qu'il y a des choses intéressantes derrière, à tout point de vue, en termes de business, évidemment. On voit qu'aujourd'hui, ceux qui s'y intéressent le plus, c'est les marques, c'est les grandes marques, soit parce qu'elles espèrent réellement y faire quelque chose d'intéressant, soit simplement parce que ça fait de la com et ça leur permet de faire de la com. Mais je pense qu'il y a un truc intéressant derrière. J'étais en Corée il y a pas très longtemps et la Corée du Sud, par exemple, est en train de créer son propre métaverse public. Et alors, comme les Coréens sont à fond là-dedans, ils sont pas du tout comme nous, les Français, hein, je veux dire, où nous, dès qu'il y a une nouvelle techno, ah bah non, mais c'était mieux avant, etc. Eux, c'est ah bah ouais, bien sûr, on va l'adopter. Demain, on l'adopte, c'est sûr. Et là, ils attendent tous avec impatience le métaverse. Et ce sera, par exemple, et c'est très concret. Ce sera un outil qui va transformer les rapports avec l'administration. C'est un truc où on pourra. Alors tu me diras oui, mais aujourd'hui, t'as les sites internet. Mais les sites internet de l'administration, c'est une tannée. On est d'accord. C'est horrible. Demain, si je mets mes lunettes de réalité augmentée et que j'arrive à entrer en communication avec un avatar
qui comprend ce que je dis, qui peut me guider dans mes démarches, qui m'oriente directement dans ce que je veux faire, etc. Ce sera quand même autre chose que d'aller cliquer sur des menus, des sous-menus, remplir des formulaires incompréhensibles. Donc il y a une dimension interface, il y a une dimension accès au service, il y a une dimension. Je pense que paradoxalement, c'est un truc qui pourrait même réduire la fameuse fracture numérique. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça commence par le gaming, parce que le gaming et le jeu et les graphismes débiles de Facebook aujourd'hui, enfin très très cartoon, qui plaisent pas à tout le monde, mais c'est pas si idiot, parce qu'au moins ça tout le monde peut y accéder. Les jeunes, les très vieux, etc. Donc moi, le métaverse, j'y crois. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Et même, j'irai encore plus loin, si tu veux. Souvent, ce qu'on dit, c'est franchement, à l'heure du réchauffement de la planète, on a autre chose à faire qu'à construire une usine à gaz qui va pomper encore plus d'énergie. Honnêtement, je pense qu'au contraire, si demain notre vie doit se transformer considérablement à cause du réchauffement climatique, genre plus de voyages, beaucoup moins de déplacements, y compris de courts déplacements, le métavers, c'est peut-être ce qui nous permettra de continuer à avoir une vie à peu près normale. Alors ça fera peur à beaucoup, parce que tu dis ça, les gens disent mais t'es fou, moi je veux pas vivre toute la journée avec un masque sur les yeux. Ouais, mais avant on disait je veux pas vivre avec un ordinateur, un écran d'ordinateur toute la journée devant les yeux, et finalement c'est ce qu'on fait tous. Et ça ne nous empêche pas d'avoir des amis, ça ne nous empêche pas d'avoir de passer des bons moments en vrai avec des vrais gens. Donc c'est pas l'un ou l'autre. Mais le métaverse pourra, à mon avis, après le truc c'est qu'on sait pas encore exactement ce que c'est. Moi j'ai une petite idée du métaverse. Pour moi c'est je suis chez moi, je mets mes lunettes de réalité virtuelle qui pèseront 80 grammes, qui pèseront pas 1,5 kg comme aujourd'hui, et je vois sur le canapé quelqu'un qui est assis, qui est un formateur, qui va me faire un cours, un pote avec qui je vais partager parce qu'en fait il habite à New York et moi à Paris, mais ça fait rien, on va prendre l'apéro ensemble, etc., etc. Pour moi c'est ça le métaverse. Bref, on n'est pas au bout des révolutions de la révolution. Hein. Mais peut-être que je me plante complètement. Hein. Je sais pas si tu te plantes, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que tu ne manques pas d'être informé. Voilà, je te quitte sur ces derniers mots en te remerciant beaucoup, Jérôme. Et j'invite tous les auditeurs de ce modeste podcast à évidemment s'abonner à ton podcast Monde Numérique. Ils le trouveront sur toutes les plateformes du marché. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci à toi Thomas.